vous qui nous écoutez. Bienvenue dans ce 11e épisode de la saison. Je suis Sébastien et je suis ravi, oui ravi d'être en compagnie d'Émilie. Bonsoir. Bonsoir Sébastien et bonsoir tout le monde. Et Aurélie est également parmi nous. Salut, salut. Oula, petit salut quand même. Hein. Non, pas du tout. Salut, grand salut. J'espère. Non, parce que là, on a un bel épisode qui nous attend, apparemment, au vu de... Tu veux dire qu'on a 3 heures d'enregistrement, c'est ça de prévu? Non, 3 heures, non, je peux pas. En plus, il y en a certains qui ont du sommeil à rattraper, donc ça va être compliqué quand même. Ne leur infligeons pas ça, n'est-ce pas? Tu as raison, tu as raison. Alors, comment débuter? Eh bien, par un petit remerciement, enfin un grand remerciement. Je vais remercier Aurélie, mais pas celle qui est sur la webcam là en face de moi, mais Aurélie Cuerda, qui, fidèle auditrice, qui nous a connus dans d'autres vies, eh bien, elle a aussi pris le temps de m'envoyer un joli message par rapport à l'application que j'avais mis sur la Forge. Oui, vous aussi, vous avez écouté l'épisode précédent. Et donc, concernant Orthoscore, elle m'a fait des tas de recommandations pour que ça aille mieux sur la Forge. Merci Aurélie. Écoute, c'est sur ma liste de tâches, pas en top position, mais elle est sur la liste de tâches. Donc, je me plongerai là-dedans pour bien faire les choses. Merci à toi. Et je vais poursuivre avec un faux retour sur le dernier épisode. Alors j'ai tenté quelque chose sur le dernier épisode. Et si ce quelque chose, écoutez, est passé inaperçu, c'est la réussite en fait. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Merci. Alors, je sais que je peux compter sur toi pour ça. Alors pour le dernier épisode, il n'y avait pas d'Audacity. Enfin, je l'ai mis de côté. T'es passé sur Reaper? Non plus. Ah. J'aurais pu, c'est vrai, mais comme je t'ai dit, courbe et tout ça, donc j'ai pas encore le temps de passer sur Reaper. Je pense que ce seront mes devoirs de vacances, sauf impératif de dernière minute. Qu'est-ce que j'en sais? En fait, je l'ai monté sur iPad avec Ferrit, dont je vous ai parlé au dernier épisode. Ah oui. Voilà. Et c'était très cool, en fait. Ça n'a pas été une adaptation très très compliquée. Alors, je vais retenter la chose pour celui-ci, parce que là, j'y ai été un petit peu en mode premier contact. Et on verra dans le futur ce qu'il en est quand j'aurai un peu plus de maîtrise et si ces premières bonnes impressions se confirment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aviez détecté qu'il y avait quelque chose de différent. Voilà. Peut-être un jour, on aura quelque chose de différent du côté d'Aurélie, mais ce sera une surprise. Vous me direz aussi si vous verrez la différence. Et cette Comme différence... tu teases. Je tease, mais je tease pour faire une petite transition parce que c'est à Aurélie d'y aller. Tout de suite, comme ça, dans le bain, direct. Alors, sinon, tu nous parles de ton actualité, tu nous dis comment ça va, tu sais, sens-toi libre. Écoute, mon sujet 1, c'est mon actualité de toute façon quotidienne, tu vas voir, presque quotidienne. C'est le géocaching, mon premier sujet. Voilà, c'est ma grande passion. Donc, il y en a qui font des tours Eiffel en allumettes, il y en a d'autres qui collectionnent des briquets ou des nains de jardin. Moi, tu peux m'inviter à un dîner de cons, parce que je peux te tenir la conversation pendant des heures et des heures et des heures sur le géocaching. Alors, tu m'as dit que tu avais un sujet un peu long, moi, je vais essayer, tu vois, de raccourcir. Mais Aurélie, qu'est-ce que c'est le géocaching? Qu'est-ce que c'est donc le géocaching? Donc le géocaching, c'est une chasse au trésor mondiale. C'est un jeu de piste qui a plus de 2 millions de caches dans le monde. Alors moi, j'en ai déjà trouvé 615 exactement. Donc il m'en reste quand même un petit peu à chercher encore. Donc le principe, c'est très simple. C'est quelqu'un, tu sais pas pourquoi, il a caché un objet quelque part dans le monde et toi, ta mission, c'est de le retrouver. Donc pour ça, tu as une application, l'application de geocaching. Chaque cache est géolocalisée et référencée dans le site par un code. Donc toi, tu choisis la cache que tu veux trouver. Donc tu peux te géolocaliser, ça te dit autour de toi ce que tu peux avoir comme cache. Ça peut être dans des endroits que tu connais pas, mais qui sont juste à côté de chez toi, ou ça peut être à des milliers de kilomètres quand tu es en voyage, par exemple. Donc tu as le GPS de ton téléphone qui est connecté à l'application. Tu arrives dans le secteur de la cache et tu n'as plus qu'à la chercher. Et quand je dis tu n'as plus qu'à la chercher, en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des fois des caches qui sont tellement bien cachées
que tu y passes des heures et des heures. Pour t'aider à la trouver quand même, tu as quelques indications sur déjà la difficulté de la cache. Est-ce que c'est quelque chose qui est très évident ou est-ce que c'est une cache qui est très, très recherchée? Et la difficulté du terrain. Donc le terrain, le T1, ça veut dire que tu peux le trouver dans un buisson à côté ou dans un mur de pierre par exemple. Et la T5, il faut carrément du matériel, des cordes, des baudriers parce qu'il faut grimper tout en haut d'un arbre ou il faut plonger. Enfin, il y a des caches qui sont, c'est vraiment, il y en a partout. Les caches, ça peut aller donc du truc hyper facile comme tu sais les anciens connaîtront les boîtes de pellicule photo, tu sais les petites boîtes noires avec donc Oui, ça oui. c'est un type de cache assez traditionnel qui est caché voilà sous une pierre. On peut trouver aussi et ça c'est ce que je préfère, c'est les caches qui sont complètement intégrées au paysage. Donc par exemple un faux boulon qui est aimanté et qui est placé sous un banc exactement comme les autres boulons du banc. Et voilà, donc c'est une cache donc vraiment mondiale. Il y en a partout, 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 partout. Et je voulais aussi ajouter que dans les indices, tu pouvais avoir aussi de temps en temps des photos qui pouvaient t'aider à te rapprocher un peu, à te donner des indices. Et puis, quelquefois aussi, tu trouves des indices du genre, tiens, il semblerait que votre lacet soit défait. Petit clin d'œil pour que tu penses à te pencher et à chercher en sous-sol, par exemple. Donc quand tu as trouvé la cache, parce qu'évidemment c'est ça le but du jeu, à l'intérieur tu as ce qu'on appelle un logbook. Donc c'est comme un petit journal de bord, c'est un petit papier en fait qui est à l'intérieur et tu dois écrire ton nom et la date à laquelle tu as trouvé l'objet comme preuve que tu as bien récupéré la cache. Tu valides dans l'appli et après évidemment tu remets exactement au même endroit pour les joueurs suivants. Ça, c'est la version gratuite que tout le monde peut tester. Et moi, j'ai la version premium. Ça coûte 30 euros l'année. Et ça me permet d'accéder à l'intégralité des caches. Parce que ça, ce sont des caches qu'on appelle les caches traditionnelles. En fait, c'est juste une boîte à aller chercher. Mais il y a d'autres caches qui sont vachement plus compliquées où tu dois d'abord résoudre des énigmes qui vont te donner des codes ou qui vont te permettre après d'avoir le bon code GPS. Donc c'est des choses, voilà. C'est moi j'essaye de valider régulièrement des caches. Je vais me promener, ça peut être en forêt à côté de chez moi, ça peut être donc en voyage, comme je disais, à l'autre bout du monde. Et dans chaque pays où je pars en voyage, j'essaye de valider au moins une cache pour avoir un petit souvenir. Un petit souvenir. J'ai trouvé des caches, vous avez même pas idée de trucs farfelus, de trucs travaillés. Il y a des fausses souches d'arbres. Il y a enfin, bon, il y a des trucs qui sont vraiment des énigmes hyper bien ficelées, des cachettes qu'il faut débloquer en mettant des codes. Enfin, c'est vraiment, il y a des mises en scène qui sont folles. Donc, pourquoi je vous parle de ça, à part pour vous demander de m'inviter à un dîner de con, c'est parce que je recommande à fond cette application à titre perso déjà, parce que si vous avez des enfants, par exemple, c'est vraiment une super excuse pour les obliger à sortir. Parce que voilà, pour se balader dans un endroit qu'on connaît pas trop, on sait à quel point les enfants peuvent râler pour se promener. Alors que là, tu peux aller te promener dans la forêt, tu peux aller te promener en ville, tu auras toujours des trucs à chercher. Et même si t'as pas d'enfant, tu peux trouver cette excuse pour te sortir de ton canapé. Et en tant qu'enseignant, évidemment, je trouve que c'est un super projet. Donc, t'as pas besoin de faire des voyages au bout du monde pour jouer, puisque si tu te géolocalises, tu pourras constater qu'il y a des caches absolument partout autour de toi. Et moi, je l'utilise, avec les CE1, moi j'ai des CE1 cette année, c'est pile le programme, la promenade dans le quartier, la visite du quartier à pied. Et en fait, ça donne une excuse pour sortir dans le quartier. Il y a des types de caches qui s'appellent des multis, qui proposent un parcours en 5 ou 6 étapes dans un endroit intéressant. Et en fait, tu dois résoudre des énigmes, observer ce qui se passe autour de toi, combien il y a de fenêtres, machin. Et c'est ça qui te donne après les indices pour trouver la vraie cachette. Donc, moi, dans le prochain épisode, tu vois ma petite subtilité, Sébastien, dans le prochain épisode, je vous raconterai comment on peut détourner ce jeu pour créer nous-mêmes des caches avec nos élèves en adaptant le concept aux besoins des élèves.
en prenant en compte les contraintes de la classe, parce que là, l'application géocaching, les gens qui la créent, les gens qui cachent des choses, ils ont absolument pas du tout en tête que ça peut être recherché par des enfants et qu'on peut mettre un contenu pédagogique dessus. Et puis, comment on fait pour résoudre le problème qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, quand on se balade avec nos élèves, le problème de la connexion GPS et la problématique de la création d'un compte, puisque moi, j'utilise donc un compte payant, mais avec mes identifiants. En attendant le prochain épisode, si vous êtes dans mon secteur en région parisienne, que vous savez pas quoi faire les prochains week-ends ou les prochains mercredis, je peux vous donner les codes des caches que j'ai bien aimés, que j'ai préférés, qui sont fofolles, ou carrément vous faire découvrir le jeu en vrai si vous voulez m'accompagner sur une sortie. Mais je vous assure qu'il y a des choses extraordinaires. Toi aussi, Voilà. tu veux les meilleures caches de ta région, tape 3615 Aurélie. Exact. Exactement. Vous connaissiez ce jeu ou pas? Oui, oui, oui. Moi, je connaissais, mais mes enfants, tu vois, avaient plus la patience que moi pour trouver les caches. Ah ouais, alors que J'ai dû en trouver 3 ou 4 et ça m'a saoulé parfois. Le GPS te dit que t'es vraiment juste à côté et t'arrives pas à trouver cette fichue cache et tu te dis, mais voilà. ouais, oui, Moi, oui. je préfère me balader, randonner, en prendre plein les yeux et. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, des fois, ça t'amène dans des endroits où tu serais pas forcément allé parce que tu t'es jamais dit qu'il y avait un truc là, et en fait, waouh, ah ouais, c'est les petits chemins détournés, c'est les petits trucs. Souvent, Alors ça, j'ai pas connu. souvent c'est fait par des locaux, donc en fait, les gens qui habitent là, ils savent que dans cet endroit-là, il y a des trucs pas mal que les touristes viennent pas forcément voir. Donc tu as des caches évidemment dans les endroits très touristiques, tu vois, à Tour Eiffel, il y a des caches partout, mais il y a aussi des caches dans des petits quartiers ou dans des trucs Hmm. où tu serais pas forcément allé de base. Ah oui, non, mais moi, tu vois, c'était dans des petits villages de Corrèze où on était en rando et. Voilà, mais voilà, on a fait ça un été, en fait, on mixait les randos qu'on faisait, puis on essayait de trouver les caches. Mais ça nous a fatigués au bout d'un moment. Écoute, moi 615, je suis toujours pas fatigué, hein. Oui, non, mais je vois ça, je trouve ça Joli. top. Joli, joli, joli. Non, mais alors moi, à titre personnel, tu m'as donné envie. Puis l'idée de l'utiliser avec les petits, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci bien, merci. Alors, Je- je dois t'avouer que je sais pas. Au début, je me suis dit, il y a un moment, on va revenir sur la classe quand même, parce que il y a un truc pédagogique Toujours. derrière. Elle a pas oublié qu'on n'était pas dans le troisième là. C'est bon. Non, non, mais joli, joli, joli. Donc voilà. Donc la suite au prochain épisode. Tout Bien, à fait. bien. Mais la suite, je crois que c'est Émilie. Oui, c'est moi, il paraît. Bon, allez, je vous l'avoue, on est en fin d'année, vous savez, on est au mois de mai, on est déjà après le 20 mai, et il y a de plus en plus de projets qui commencent à prendre du temps. Je n'ai pas toujours le temps, l'envie, le courage de partir faire des recherches pédagogiques. Bon, j'aurais pu vous parler de jeux de rôle en classe, mais non. Quoique, un jeu de rôle, pourquoi pas. Bon, je suis tombé sur un outil hébergé, je vous le donne en 1000, On parle à Sur- forge. tambour, Tadam. sur la forge des communs numériques éducatifs, oui. Mais Ah, Émilie, vous ne m'avez qu'est-ce pas que déçu, c'est la merci. forge des communs éducatifs? Alors Aurélie, explique-nous, Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents Mais oui, bien sûr, épisodes. on en parle quasiment dans tous les épisodes. C'est Oui. un endroit, en plus maintenant agréé par l'Éducation nationale, qu'on peut retrouver sur Apps Éducation. Et c'est un endroit où sont stockées des applications et des logiciels qui sont créés par des enseignants, qui sont gratuits et libres de droit, et donc qu'on peut aller tester. Et il commence à y en avoir un sacré paquet, en tout cas sur le portail primaire. Tout à fait. Et laquelle as-tu sélectionné? Ah là là, mais est-ce que je vais vous en parler tout de suite? Non, 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 non. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça m'a interpellé. Alors, il y a fort longtemps, lorsque j'étais en PE2, en stage à responsabilité de 3 semaines, c'était même mon premier stage de l'année, j'avais eu une classe de CM1, CM2, avec laquelle j'avais travaillé sur Little Lou. Vous connaissez peut-être? Un bouquin écrit par Jean Claverie. Mhm. Un savant mix entre album et bande dessinée. Nous avions bien sûr travaillé en musique sur le jazz de l'époque de l'histoire du livre, et en littérature et art visuel. Et mes élèves avaient produit par groupe les passages de la BD. En fait, Little Lou, vous avez des parties album, des parties BD. Et moi, je leur avais fait transformer la partie album en partie BD. Cool.
Alors, on était en 2004 à cette époque-là. Il y avait bien sûr des ordinateurs, mais souvent ils étaient cloîtrés dans les salles informatiques obscures. Ils étaient souvent en panne et parfois utilisés par des collègues. Bref, c'était un temps où les résultats esthétiques de mes élèves n'étaient pas forcément très joyeux, certains élèves ayant du mal à représenter ce qu'ils avaient en tête, mais il y avait vraiment une volonté de réussir. Bon, je m'étais dit à l'époque déjà que ça aurait été bien de pouvoir travailler sur ordinateur, mais bon, on est en 2004, vous imaginez que bon, c'était encore une autre histoire. Eh bien, je viens de découvrir AutoBD. AutoBD, c'est un outil disponible sur la Forge des communs numériques éducatifs. Voilà, encore un truc qu'on trouve là-bas, c'est fou, hein. Bon, eh bien, je viens juste de vous donner le nom de cette application. Bon, vous avez peut-être une idée du sujet que ça va pouvoir traiter? Peut-être un petit peu? Ouais, un petit peu, là, vraiment, mais c'est compliqué. Hein, C'est compliqué. Bon, là, allez, je vais vous expliquer un petit peu. Tout simplement, AutoBD, c'est un service en ligne qui permet de réaliser des strips de BD. Rien à installer, rien à paramétrer. On lance son navigateur et on se connecte. Là, on peut créer ses vignettes de BD. On met un fond si on veut, parmi une liste d'éléments proposés. Ces éléments sont triés par catégorie. Par exemple, vous pouvez retrouver la maison, l'école, le fantastique, la SF. Vous choisissez vos personnages. Donc, il n'y a pas une collection gigantesque de personnages différents. Mais pour chacun, quand même, vous avez plusieurs poses qui sont possibles, donc c'est quand même pas mal. Et vous avez une banque d'éléments annexes. Alors, elle, par contre, elle pêche par le manque de variété. De mémoire, il y a 4-5 trucs, pas plus. C'est dommage parce que parfois, des petits accessoires, ça peut être rigolo de rajouter ça. Et j'aurais bien aimé ajouter des éléments sur mes décors. Pas des petits cœurs ni des feux d'artifice. Je vous laisse ça à vous, Sébastien et Aurélie. Vous rajoutez facilement des cartouches avec du texte, des phylactères avec les paroles de vos personnages ou leurs pensées. Tout est redimensionnable, déplaçable et on s'amuse très vite. Et on arrive à produire quelque chose de sympathique assez rapidement. Ah, mais c'est ça, j'avais fait une image et je voulais la diffuser. Donc j'avais fait un petit strip avec 3 vignettes. Dans la première, on avait 2 personnages. Troisième vignette, un autre personnage, et après il y avait encore un petit script qui repartait. Voilà, mais bon, allez. Et puis, je suis sûr que ça allait vous plaire. De toute façon, nous nous serions reconnus, tous trois. Voilà, donc en fait, AutoBD, c'est quelque chose qui marche super facilement. Vraiment, c'est top. Là où j'étais un peu déçu, c'était sur la récupération de ma production. J'aurais aimé pouvoir la télécharger. Normalement, c'est prévu, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai fait la classique capture d'écran. Voilà, Windows Maj S, ça marche tout seul. Donc, je l'ai récupéré. Et j'ai même pu rajouter, je me suis amusé à rajouter un petit élément de décor qui n'existait pas dans AutoBD. Et donc, je l'ai fait avec Paint.net, tout simplement. Et pour information, AutoBD, c'est le moteur qui est utilisé sur la digital.dev pour réaliser Digistrip. Non ? Amusant. Eh oui, c'est lui. Et la base de dessin est également très proche. Je trouve ça presque dommage qu'il appelait Digistrip, il aurait pu l'appeler AutoBD, ça aurait été autant... Voilà. Bon, allez, je sais pas vous, mais moi, je vais aller me mettre à la BD, alors je vous laisse, hein, le travail m'appelle. Oh, non, tu ne laisses pas, ne laisse pas. Là. Attends, certes, je vais parler pendant un moment, mais quand même, tu restes, quoi, c'est bon. D'accord, bon, vous voulez poser des questions sur AutoBD, c'est ça ? Bah alors, AutoBD, ouais, donc tu as dit l'export, ça n'a pas fonctionné pour toi. À la base, mais moi, non, ça n'a pas marché. Ouais, moi, j'avais fait, j'ai déjà testé et ça avait fonctionné. J'avais réussi à récupérer mon projet. Ouais. Bon, mais c'est cool. C'est C'est Arnaud Champollion qui propose AutoBD. Il me semble, oui. Ouais, voilà. ouais, en fait, ce qui est dommage, c'est que tu puisses pas rajouter tes propres PNG, quoi. Oui. Voilà, après, tu sais, comme tous les projets sur la Forge, il y a des tickets et tu peux faire remonter justement si tu as des trucs que tu voudrais voir ou qui n'ont pas fonctionné. J'entends Aurélie, j'entends bien, il n'y a pas de souci. Non, mais je pensais, tu vois, tout bêtement, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile d'avoir une banque d'images qui te correspond, qui aille avec ce que tu veux, etc. Bah, si tu peux faire un petit import d'images en PNG avec un joli petit détourage, mais ça c'est sûr que c'est pratique. Hein. Ouais, mais ça tu peux pas faire ?
Non, tu peux pas importer dans AutoBD. Moi, je l'ai fait via Paint.net, où j'ai rajouté des calques et j'ai mis mes éléments dessus. Bon, voilà, quand tu as l'habitude, tu lances Paint.net, GIMP, ça marche super bien, c'est gratuit, c'est Je- relativement facile à prendre en main. Pendant que tu vas parler, Seb, pendant des heures et des heures et des heures, je vais, en Faire fait, un tour sur tu peux, AutoBD? ah ouais, non, non, tu peux, parce que moi, j'en ai déjà fait une, justement, quand j'avais interviewé Arnaud Champollion pour qu'il nous raconte un peu, justement, comment il créait ses applications. Et Mhm. je sais que dans la petite présentation que j'avais faite de lui, j'avais utilisé AutoBD pour justement Mais mettre des choses de lui et j'avais réussi à mettre mes propres fonds parce que tu fais des et, interviews, toi, maintenant. ouais, ouais, et bah ça fait tellement longtemps que j'en ai pas Alors, fait les que ça fonds, me tu manque peux, tellement. Aurélie. Oui, mais les Les fonds, tu personnages peux les aussi. importer. Mais Tu peux importer les personnages. Oui, moi, une icône de personnage avec un plus, pour moi, j'importe un personnage, j'importe pas un objet. ouais, en fait, c'est une image, donc Et c'est une image. Si tu mets oui, un bien sûr, PNG avec. mais bien sûr, Ha mais ha! bravo. Non, mais c'est moi, tu vois, le truc Bon, ben, bien. bon, j'aurais pas Écoute, besoin de faire un ticket, du coup. un problème de résolu. Génial. Eh, Après, bon, bravo. je sais pas comment c'est géré les images que tu importes toi-même. C'est à utiliser directement ou tu sais plus? Bah, je me souviens plus parce que c'est l'année dernière que j'ai fait ça, mais je me souviens d'avoir fait le montage avec ce que j'avais besoin pour cette BD-là, puisque je parlais de lui, donc j'avais mis des choses qui étaient en rapport avec lui, et j'avais pas utilisé les petites images qui étaient proposées là. Ok, Bon, écoute, à ok, creuser en ok. tout cas pour. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ça marche. Mais effectivement, je confirme, on peut importer, alors en cliquant sur l'icône du petit bonhomme, de la petite silhouette avec le plus, on peut choisir n'importe quelle image. Voilà. Bon, Ben voilà. c'est... Ben Peut-être que le merci. choix d'icône est perfectible. Ah, ça l'est toujours. Toujours, Oui, toujours. Mais voilà, c'est cool. Ça veut dire que là, les possibilités sont assez décuplé. limitées. Ouais. Ouais, ouais, Assez ouais. limitées. Bon, bah, il me reste plus qu'à ouvrir mon groupe de parole pour mon troisième sujet, parce que c'est ce que vous allez être. Vous allez être un groupe de parole, oui, oui. Alors, D'accord. ben, parce que bon, en bon créateur de podcast, ben, moi j'écoute ceux des autres aussi. Donc dans un des derniers que j'ai écouté, là, un peu tout récemment, ben, il y avait une personne que j'ai un peu reconnue, qui envoyait, d'ailleurs dans cette émission, elle parlait des possesseurs de Mac qui ont des animations sur leur webcam et elle leur envoyait des petits pics comme ça, hein, par pure jalousie, hein, n'est-ce pas? Mais bon, poursuivons. Donc, dans le dernier TechCraft que j'ai écouté, si je me trompe sur les noms, Émilie, tu me rectifieras, bien Oui, sûr, oui, hein. oui. Nous avions Kenton qui est parti pour nous parler des écrans. Voilà, il est Oui. parti pour nous parler des écrans et des écrans des enfants et la nouvelle Ah interdiction oui, des portables dans les écoles. oui. Alors, je t'ai entendu essayer de le corriger. Et bon, ouais. Mais après, vous êtes parti sur autre chose et je ne suis pas là pour dire ouh, il s'est trompé, etc. C'est pas du tout mon propos. Non, non, au-delà du côté promo à côté duquel on passe, nous les professionnels qui sommes tout le temps dedans et qui nous semble totalement impossible à croire parce qu'on est dedans justement. En fait, je vais vous parler de ça parce que dans ma bulle, là en ce moment, ma bulle de filtre, j'y ai droit un peu de tous les côtés. En fait, c'est amusant. Alors, les portables. Ah, les portables dans les écoles. Alors, j'ai envie de dire chez nous parce que, bon, on est entre professionnels du primaire. Et ben, le plus souvent, on les interdit avec un petit paragraphe assez simple. C'est celui qui a trait aux objets de valeur hein, dans le règlement intérieur. Donc du coup, le portable, ben, c'est sûr que là, on est dans l'objet de valeur. On est bien d'accord. Hein. On n'a pas attendu quoi que ce soit pour ça. Le plus compliqué généralement, pour l'instant, hein, c'est les CM. On aimerait bien qu'ils aient tous éteint leur divin sésame pour éviter les sonneries en classe ou, moi, à titre perso, pour éviter la détection quand tu es en train de faire un partage de connexion et que tu t'aperçois qu'en dehors de ton réseau Wi-Fi, il y a aussi le portable de Michine là, qui est allumé. Voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça rejoint le texte de loi. Attention, hein, voilà, dans l'enceinte de l'établissement, les téléphones portables des élèves doivent être éteints et rangés.
Mais passons au collège, parce que le collège, c'est le nœud du problème, c'est le lieu de toutes les perditions, paraît-il. Toujours dans article du site éducation.gouv, je crois que c'est un site assez peu connu, hein, mais voilà. Jamais entendu parler. Jamais, voilà, ça va. Non. Donc cette petite référence nous mentionne l'interdiction des téléphones mobiles dans l'enceinte de l'école ou de l'établissement prévue par la loi du 3 août 2018. Donc ça fait 7 ans que cette loi existe et rien de neuf. Non. Non, on est d'accord, rien ne bouge. Rien ne bouge. Alors regardons du côté des sanctions, parce que peut-être qu'ils ont prévu un arsenal, parce que c'est une question quand même. D'accord, c'est interdit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que bon... Hein. Alors, une réponse adaptée, individuelle et graduée doit être apportée à toute utilisation du téléphone mobile au sein de l'école ou de l'établissement. Les modalités sont définies dans le règlement intérieur. Elle peut prendre la forme d'une punition scolaire, devoirs supplémentaires, heures de retenue, etc., d'une confiscation de l'appareil désormais autorisé par la loi ou, pour les cas les plus graves, d'une sanction disciplinaire prévue par l'article R511-13 du Code de l'éducation. Ok, bon courage pour le... Alors pour l'école, il n'y a rien de prévu. Bon, ça, on n'est pas trop surpris. Comme d'habitude. Voilà. Pour le collège, il n'y a pas grand-chose de neuf. Vous allez me dire, ah oui, mais on peut confisquer le portable. Alors, il faut savoir que généralement, dans le règlement intérieur, quand vous aviez vraiment un problème avec les portables, vous le mettiez de côté. Mais bon, c'est toujours le problème de savoir qui veut prendre la responsabilité sur un appareil à plus de 1000 € sans avoir une garantie légale ferme. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas de confisquer quelque chose si je sais que s'il est cassé, ce n'est pas mon problème. Mais bon, passons. Ah oui, parce que je ne suis pas là pour vous taper, sur ce texte, en fait, qui n'apporte rien de neuf. Moi, je pense qu'il pourrait même interdire les T800 dans les écoles, avec peut-être même plus de succès. Mais en fait, je vais vous croiser ça avec une vidéo que j'ai regardée récemment sur Arte TV par le plus grand des hasards. Voilà. Adolescents sans portable. Une vidéo présentant un mouvement espagnol, donc nous sommes chez nos cousins ibériques, un mouvement assez radical sur l'interdiction des smartphones aux adolescents. Donc, si j'en relis le gentil résumé que Notebook LM m'a fourni, le reportage met en lumière les préoccupations des parents concernant l'impact des écrans sur la santé mentale et le développement cognitif des jeunes, en présentant des témoignages d'adolescents, de professionnels de la santé et de chercheurs. Il montre comment ce mouvement, né à Barcelone, prend de l'ampleur, influençant même les décisions politiques avec des interdictions de smartphones dans les écoles. Ok. L'initiative vise à sensibiliser et à créer une norme sociale différente, s'étendant désormais à l'échelle européenne pour aborder ce qu'ils considèrent comme un problème de santé publique. On notera que ces initiatives sont internationales. Pardon, voilà, ça c'est moi qui l'ai écrit. Non, alors on note que en fait, ces initiatives, elles sont internationales parce que le Canada, il est dedans aussi, hein, en fait. Et le problème qui est posé directement dans le reportage que vous pouvez voir. Alors moi, au départ, je me suis dit que c'était juste un petit documentaire, mais comment dirais-je, elles ne sont pas ces personnes qui sont la majorité des mères ne sont pas en lutte pour la santé des enfants. Elles sont en croisade contre les écrans. Voilà. Et moi, j'ai un problème avec les croisades, en fait. Voilà. Avec un petit débordement idéologique, où les preuves, tu es gentil, mais bon, on prend ce qui nous intéresse, le reste, on s'en fout. La preuve, c'est que dans le reportage, vous allez voir le merveilleux chercheur qui vous explique à quel point la consommation de vidéos est mauvaise pour le cerveau. Regardez ces images d'IRM en direct du cerveau. On n'y comprend pas grand-chose, mais regardez-les quand même. Et maintenant, pardon, c'était pas un IRM. Et maintenant, regardez-les quand il fait autre chose. Alors le problème, ce qui fait d'autre et qui active énormément son cerveau, c'est jouer aux jeux vidéo. Donc, on pourrait se dire, bon, vont être pour les jeux vidéo, à ce moment-là, on va peut-être avancer. Non, on s'en fout. Non, on s'en fout. En fait, à un moment, le même mouvement laisse la parole à quelqu'un qui dit, oui, c'est bien si tu peux te passer de portable jusqu'à 16 ans, et puis si tu peux t'en passer jusqu'à 21, non, mais c'est bien aussi. Hein, voilà. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Et puis, on interdit le portable, c'est réglé. Ah, mais c'est ça l'idée, en fait. C'est le smartphone, dans le reportage, c'est le diable. Et comme le diable, tu l'interdis. Tu vois, tu peux pas lutter contre le diable. Donc, tu l'interdis.
vous êtes... Les petits Espagnols sont des choses fragiles, donc il faut interdire pour les protéger, s'il vous plaît. Ok. Et là, j'entends. Mais enfin, Sébastien, tout le monde le sait que les écrans sont mauvais pour les enfants, qui ne savent donc plus rien faire. Alors, mais Sébastien, c'est mauvais les écrans pour les enfants, ils savent plus rien faire. alors, tout le monde le sait peut-être, mais alors moi, j'attends les études. Et puis les études n'arriveront pas, parce que les écrans, ça veut rien dire. Même si c'est la couverture des journaux de presse depuis, je sais pas, j'ai l'impression que depuis un moment, on ne parle que de ça. Et les écrans, je sais pas pourquoi, hein, mais ça me hérisse le poil à chaque fois que je vois ce mot-là, parce que c'est toujours le même théorème qui dit que pour réfuter une connerie, eh ben, il faut passer énormément de temps à l'expliquer. Alors, je vous mettrai en note d'émission un truc très très neuf, hein, mais alors un truc qui ne date que d'il y a 10 ans. Je me rappelais, donc j'ai été le chercher, c'était un article de Margarida Romero qui faisait une catégorisation des usages des TIC, pour vous dire à quel point c'est neuf. Hein, technologie de l'information et de la communication. Hein, et donc, qui, en gros, nous dit que l'outil, pour l'outil, ça sert à rien, et que dans l'utilisation de tous les écrans, là c'était plutôt sur les tablettes dans mes souvenirs, entre l'utilisation passive d'un écran et bizarrement, une création collective, il y a un monde, hein, l'activité n'est pas la même, c'est étonnant. Et je me dis, ça, quand j'ai lu l'article peut-être il y a 10 ans, je me suis dit, c'est intéressant, etc. Mais apparemment, pas grand monde ne veut regarder ce qui a déjà été fait. Et bon. Tu te rappelles l'an dernier, à peu près à la même époque, on a un rapport qui est sorti, qui a été remis au président de la République. Et dans ce rapport, c'était sur les usages des écrans, enfin les problèmes liés aux écrans. Et dans les souvenirs que j'en ai, alors il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément très glorieux, mais il faisait quand même une distinction au niveau des usages du numérique que faisaient les élèves. Et voilà, il y avait quand même encore cette distinction entre le côté passif, bouffer des vidéos TikTok à longueur de journée, ou de faire quelque chose de constructif sur l'outil. Mais de mémoire, il disait que les élèves ne devaient avoir l'outil que pour faire une action précise. Oui. Alors, de mémoire, c'était ça. Mais donc, ça rejoint l'article que tu Merci pour bien sûr, merci pour ce rappel. Mais en fait, le souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression de voir un emballement généralisé où où ceux que tu cites n'a même plus droit de citer, en fait, pour me faire une répétition fort mauvaise, mais voilà. Et alors, je vais même te dire mieux. Alors, plaçons-nous dans le niveau de consommateur passif. Enfant des années 80 qui a été élevé par la télé, toi aussi, tu me comprendras. Et le Club Dorothée ? Oh, non. Penses-tu ? Alors, prenons le postulat que c'est un... Ah oui, Récréa 2. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, on va même prendre le postulat que c'est un problème. Moi, je vous rappelle, j'attends les études, mais c'est pas grave. Alors, moi, j'aimerais savoir si l'école n'est plus le lieu pour éduquer, mais pas seulement aux maths et aux français. Hein. Vous allez encore me traiter de naïf, me dire que de toute manière, c'est mal fait, etc. Plaisanterie à part, moi, c'est ce sujet-là qui m'intéresse. Et ça revient à ce que tu nous as rappelé, Émilie. Tout à fait. Eh ben, vous savez, cette éducation-là, je vais la mettre de côté aussi. Parce que, admettons qu'on ne puisse pas éduquer au numérique avec du numérique. Je sais, donc on ne le fait pas. On est d'accord. On le fait. Parce que moi, je suis gentil. Je suis pas du style à aller faire un tableau de Word à la craie pour expliquer comment ça fonctionne. Non, c'est pas possible. Ah non, mais il y a un moment, tu utilises l'outil ou tu l'utilises pas. Hein, mais... Tout à fait. Tout à fait. Non, mais ça serait... Moi, je suis bien d'accord avec toi. Mais à un moment, tu utilises l'outil ou tu n'utilises pas. Alors, il y a de l'autre côté de l'interdiction, il y a un autre pan qui est pas vraiment celui qu'on entend le plus, parce que de l'autre côté de la prohibition qui sera alimentée, je rappelle, par des industries aux milliards de bénéfices et aux algorithmes bien calibrés. Hein, c'est peut-être ça le problème, mais pardon. Les seuls qui peuvent vraiment leur dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, normalement ça s'appelle des États. Qui
peuvent le faire peut-être avec un bon gros temps de retard, mais qui peuvent le faire. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, on entend dire « Ah ouais, mais les entreprises, elles sont plus fortes que les États, c'est pas possible, regarde les milliards qu'ils ont. » Ben, en fait, non. Vous savez quoi, les entreprises, quand on leur dit « C'est ça, vous dégagez », ben, bizarrement, elles font. Elles ouvrent des App Store tiers, elles vous laissent faire comme vous avez dit. Bon, parfois, quand on est dans certains pays, elles renomment le golfe du Mexique en golfe des États-Unis. Mais bon, elles écoutent les lois. Bon, je ne parle même pas en Chine où elles écoutent très très bien les lois. Oui. Voilà. Mais si on s'appuie que là-dessus, si on s'appuie que sur le fait d'attendre de l'État qu'il régule et pas d'éduquer. En gros, ce qu'on a comme solution, c'est celle d'un peuple fragile. Alors fragile, je ne parle pas de l'insulte que c'est devenu, mais juste fragile parce on a du mal à se protéger soi-même. On est fragile parce qu'on ne peut pas être éduqué, on peut seulement être protégé. Si on veut être un peuple fort, si on veut un peuple éclairé, si on veut des élèves qui arrivent à s'en sortir, au-delà de tout ce qu'on peut leur apprendre en maths et en français, il faut aussi leur apprendre un petit peu peut-être l'usage de ce truc. Leur expliquer que oui, l'éducation aux médias, ça peut être ça peut être aussi de leur dire, oui, mais regarde, ce truc, ça ne te propose que des vidéos que tu aimes, d'accord, tu en viens d'en voir 300, qu'est-ce que tu en retiens ? Ouais. Et je ne parle pas des collègues, et là je ne suis pas franchement emballé non plus, je ne parle pas des collègues qui vont voir le temps d'écran des gamins et qui disent ah ben toi tu as fait tant de temps d'écran, tu as droit à tant d'heures de sport en plus. En fait, je pense qu'on est complètement à côté du sujet. Donc entre interdiction et éducation, pour moi les deux voies elles ne s'excluent pas. Et que en guise de conclusion, au-delà d'un sympathique du groupe auquel nous appartenons ou appartenions, n'oublions pas que le premier référent que les futurs utilisateurs de smartphones ont, ce sont leurs parents, et qu'eux aussi, il va falloir les éduquer. Eux aussi, ils ont découvert ça, mais personne ne leur a expliqué comment on peut les appâter et les retenir des heures sur du vide. Oui. Mais par contre, ce sont les premiers modèles qu'ont les petits. Donc, comme en ce domaine et comme pour ailleurs, il faut leur apprendre à être des parents consommateurs du numérique. Et ça s'éduque, ça ne s'oblige pas, ça s'éduque. Des parents consommateurs. Oh. Elle est pas de moi. Hein. Non, mais c'est bien. Je trouve que l'expression est bonne. Tu arrives à trouver la bonne formule, là, tu vois. Oui. Mais je trouve que c'est ça. Il faut pouvoir consommer intelligemment avec un regard critique sur ce que l'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Non, parce que... et tu vois, juste pour rebondir sur ça, il y a un parcours Pix par an maintenant. Et je sais pas si vous avez mis le nez dedans. Non. Mais moi, je l'ai testé et en fait, on n'atteindra pas la cible. Tu vois, je suis d'accord, il faut que les parents s'éduquent aussi à tout ça. Et en fait, moi, j'ai fait le parcours Pixédu. Alors, clairement, moi, je me sens, j'étais capable de le faire, mais il y avait des questions qui étaient difficiles. Il faut chercher plein de choses sur Internet, faut se documenter, faut tout ça. Donc, si t'es vraiment, voilà, si ça t'intéresse vraiment, t'y vas. Mais si t'es un parent qui est déjà un peu démissionnaire sur la question, malheureusement, je trouve que le Pix parent, il est pas assez simple ou pas assez bien pensé pour toucher la cible, pour toucher ceux qu'on veut toucher, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi pour ne pas y avoir touché. Pourtant, dans ce que tu dis, Pix parent, c'est une évolution de Pix. Mais on passe à côté complètement de la cible. On est sur des gens qui ne sont pas forcément des adeptes de passer ne serait-ce que 15 minutes sur un écran pour apprendre quelque chose encore de plus. Pix est un outil super quand tu veux te former ou vérifier tes connaissances sur du numérique. Ça oui, ils ont réussi à faire une vraie plateforme d'apprentissage, etc. Mais je pense que essayer de faire ça avec des parents, non, c'est pas, ça me semble pas du tout être opportun. Pas du tout être opportun. Pour conclure, j'aurais pu parler des réseaux sociaux parce que c'est un des aspects énormes. Pour moi, il n'y a pas à chipoter. Quand j'entends Instagram pour Instagram for Kids, je dis c'est pas compliqué. Là, l'État joue son rôle et dit non mais attendez, stop. Non.
C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. À un moment, vous savez très bien dire non pour les clopes aux gamins, non pour l'alcool aux gamins, vous nous faites 5 fruits et légumes par jour, vous nous mettez des codes sur la bouffe, et bien là-dessus, c'est pas compliqué, c'est non, c'est juste pas possible. Il faut quand même savoir que, moi, à titre personnel, il y a une application que je n'ai pas voulu pour ma fille, c'est Instagram. Moi, j'utilise Instagram, mais je lui ai dit, mon fil Instagram ne ressemblera jamais, ton fil Instagram ne ressemblera jamais au mien. C'est pas possible. Moi, il y a des animaux et des paysages. Mais sur un fil Instagram classique, tu as quoi? Tu as des bonhommes et des femmes qui sont pas très habillés, mais qui sont surtout super retouchés et qui vont bousiller l'image que tu peux avoir de toi. Et ça, je sais que c'est très, très mauvais. Donc, mais le problème, c'est que j'ai pas besoin d'un pix par an pour ça. C'est que je trempe dedans, comme vous. Donc à un moment, tu sais ce que tu peux, tu sais comment tu aménages, tu sais ce que tu présentes, etc. Mais ça, il faut l'amener parce que au-delà des jeunes, on dit ah c'est une catastrophe, etc. Mais les adultes, je suis éberlué de ce que je peux voir, ne serait-ce que dans la ville de Nice. C'est assez dingue, quoi. Voilà. Moi, Et je je ne sais parle que pas dans les circos autour de moi, là, on fait beaucoup de cafés des parents, justement, pour essayer de sensibiliser un peu, tu vois, Après, nous, on est à l'école, donc on n'a pas les mêmes Mm. problématiques qu'au collège aussi, mais c'est un petit moyen un peu plus cohérent par rapport à notre public de faire un café des parents, parce qu'on est vraiment sur la Mm. population qu'on connaît, et on adapte le discours, ce que ne fait pas le Pix parent. Bah oui, oui. Non, mais je pense que c'est plus une initiative à relier auprès des collèges, etc. Parce que oui, ça va pas être facile. C'est une Oui, éducation des parents complètement. Enfin, voilà. c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Mm. Tu l'as dit, c'est l'exemple que les gamins ont. Et combien de fois l'écran va être la nounou pour remplacer le parent. Tout à fait. Tout à fait. Et tant que cette éducation-là, on la laisse aux articles putassiers et aux groupes, on laisse la porte ouverte à des groupes d'influence qui vont avoir pour but de faire des croisades. C'est-à-dire qu'importe ce qu'on nous dit, ce qu'on nous explique, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Oui, mais votre but, il est fou. Ben, c'est pas grave, nous, on veut ça. Mais c'est pas le problème, en fait. C'est pas le vrai problème. Mais nous, c'est notre problème. Ah ben non, en fait, tu peux pas discuter avec des croisés. Le seul truc que tu peux faire, c'est éviter un coup d'épée. Donc, c'est ça qui me dérange encore et toujours. Oui, oui, oui. Ah là là. Bon, alors, est-ce qu'on nous passons à la deuxième vague de sujets? Ouais. Si tu me dis que c'est moi qui enchaîne, tu vas pas être déçu parce que C'est toi qui Eh enchaînes, ben, Aurélie. Tu on enchaînes, est oui? on est sur, bah écoute, on est sur un truc sans écran, sur mon prochain sujet. Et c'est une histoire et au lit. Si tu vois, enfin, Oh. et en même temps, on est quand même un petit peu aussi dans cette partie éducation. Alors évidemment, ça c'est un podcast qui est produit par France Inter. Donc une histoire et Oli. Oli s'écrit O-L-I, évidemment, un petit jeu de mots sur ce qui peut se passer dans les familles. Alors moi, je ne m'en sers pas pour mes enfants pour ne pas leur lire des histoires avant de se coucher. Moi, c'est une histoire et Oli, mais c'est moi qui lis l'histoire. Cette petite application, ce petit podcast, moi, m'en sers dans ma classe. Donc ce sont des petites histoires qui sont racontées par des auteurs connus. Chaque épisode, il y a des petits épisodes 4-5 minutes et puis d'autres qui vont jusqu'à 12 minutes. C'est vachement bien écrit, c'est bien dit, il y a une ambiance sonore, c'est bien travaillé. Et donc du coup, j'aime bien partager ces histoires avec mes élèves. On bosse sur de l'écoute active, tu vois. C'est pas juste je mets ça pour me dire bah 15 minutes après la cantine, j'ai pas envie de travailler, ils sont tous en train de dormir, donc on va écouter une petite histoire. Il y a vraiment quoi, qui fait ça? Il y a des gens qui font ça vraiment? Non, personne. Jamais personne. Donc c'est vraiment voilà, on apprend à repérer les personnages, les lieux. On travaille aussi beaucoup sur les bruits annexes, ce qui s'appelle le paysage sonore, et puis j'essaie de leur apprendre à repérer aussi les émotions qui passent dans la voix du narrateur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent dedans. On capte des indices, on cherche à faire des inférences et on apprend à comprendre sans voir les images. Moi, mes CE1, ils sont
à la transition entre les albums avec plein d'images qui nous permettent de nous représenter les choses, et puis les livres qu'on commence à lire où il n'y a plus d'images et où il y a seulement ce qui se passe dans ta tête. Donc, c'est un truc aussi que j'aime bien faire avec eux quand on a écouté le podcast, c'est de choisir, tu vois, une petite scène. Donc, je leur fais réécouter une scène et après, je leur demande de dessiner. Et en fait, on se Mhm. rend compte que ils dessinent vraiment. Ils ont tous écouté la même chose, mais il n'y a pas un dessin semblable. On se rend compte qu'il y en a qui ont dessiné des détails que d'autres n'ont pas du tout perçus. Et donc voilà, on regarde un petit peu, on confronte les imaginaires dans la classe. Alors on peut se contenter d'écouter ce podcast donc en écoute active hein, ou en écoute passive si on a vraiment 10 minutes à tuer. Mais ce qui est vraiment intéressant, évidemment, c'est de se servir de ce podcast comme une entrée, comme un prétexte finalement pour se lancer sur la création de notre propre podcast d'histoire. Je pense que Sébastien, ça te parle, ce genre de choses. Donc, moi, j'ai déjà travaillé avec mes élèves sur des histoires qui sont déjà écrites, du genre, on a mis en scène et mis en voix Chien bleu de Nadja. Donc on a travaillé bon déjà sur le texte, sur la compréhension de l'histoire. Il faut déjà sélectionner aussi le texte parce que tous les textes sont pas forcément très intéressants à mettre en voix. Donc une fois qu'on a fait tout le boulot de compréhension, on travaille sur la lecture orale avec toute la préparation sur comment est-ce qu'on marque concrètement les liaisons ou est-ce qu'on les fait naturellement, est-ce qu'on marque les silences, à quel endroit on va faire des pauses, comment est-ce qu'on note le ton à adopter? Est-ce qu'en le lisant, ça suffit à nous faire prendre conscience qu'il faut le dire de manière énervée ou est-ce qu'il faut se mettre un petit truc à côté, tu vois, du texte pour dire attention, là, il faudra que je lise de manière énervée. Ensuite, on travaille sur le paysage sonore, ça c'est ce que je préfère, donc c'est l'ambiance, on cherche des sons. Alors au départ, j'étais partie sur la Sonothèque, la banque de sons libres de droit, et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, c'est vachement plus sympa d'enregistrer leur propre son. Donc il y a des trucs lunaires. Des fois, dans ma classe, je te jure, faut pas rentrer à l'improviste parce que des fois, j'enregistre mes élèves en train de caresser leur trousse, tu sais, en moumoute, là, pour faire le bruit du pelage, du chien, tu sais. Ou alors, ils sortent dehors et puis ils toquent. Enfin, on fait, oui, enfin, bon, des trucs un peu C'est du bizarres. classique, ça. C'est du Voilà, classique. tout à fait, tout à fait. Donc là, juste avec une petite application de dictaphone, on enregistre nos petits sons. Et puis après, bon, forcément, il y a la partie technique avec l'enregistrement des parties qu'on lit, l'enregistrement des sons, et après on mixe tout ça. Alors moi, j'utilise beaucoup BossJock parce que je trouve elle est hyper sympa à utiliser comme application, mais je suppose qu'on peut faire la même Sur chose avec iPad. plein de. Je pense que BossJock est sur d'autres et pas que sur iPad. Faudrait que je vérifie. Mais sinon, tu peux utiliser voilà toutes les d'autres applications de montage. Donc ce projet-là, j'en parle plus en détail enfin, j'en parlerai si mon projet est sélectionné à Ludovia, parce que c'est un atelier que je Mmh. propose dans les premiers pas, justement, voilà, de comment est-ce qu'on peut faire toutes les étapes pour pouvoir créer un podcast d'histoire avec ses élèves. Et ça m'est venu cette idée-là grâce au podcast Une histoire éolique que j'apprécie beaucoup avec mes élèves. Donc Émilie, tu avais l'air de connaître, je voyais que tu hochais la tête quand j'en parlais. Oui, moi j'ai fait ça alors avec un dumiste. Alors c'était pas du tout dans l'idée de faire du podcast, mais on avait transformé le voyage d'Oregon en petit film. Et donc les enfants avaient refait les images. Et on avait fait la lecture, donc c'était mes élèves du lycée qui faisaient la lecture de tous les textes et qui avaient fait tout l'habillage sonore. Avec le Dumis qui nous avait fait faire quelques chansons, des trucs comme ça. Et on s'était éclaté. On Mais ouais, s'était je éclaté. Mais c'est complètement ce genre de truc. Et quand tu dis, des fois, faut pas rentrer dans la classe, mais je vois trop ce que c'est. Enfin, moi, je l'ai vécu. Mais franchement, enfin, les gamins, mais ils étaient tellement ravis. On a passé des heures à bosser dessus et les gamins, ça les dérangeait pas, bizarrement. ouais, c'est ça. C'est pas quand tu sortais un exercice décontextualisé de maths où là, tu dis, oh, monsieur, je veux pas travailler. Et Voilà. moi, je me souviendrai toujours de la première fois où un de mes élèves, qui était pas un très bon lecteur, a écouté sa version voilà, il avait lui, s'était enregistré sur dictaphone, il a lu, et j'ai vu dans son regard tellement de désespoir. Mais c'est pas terrible, maîtresse. Oui.
Moi, quand je te le dis, tu m'écoutes pas, mais visiblement, le fait de toi t'être écouté, tu te rends compte de pas mal de choses. Et je peux recommencer? Oui, tu peux recommencer. Et Bienvenue souvent, dans tu mon sais, moi, monde. j'ai... Ouais. Et souvent, quand je fais des enregistrements comme ça, que ce soit dans ma classe ou que ce soit en tant qu'Iron, quand je vais dans les autres écoles, quand on propose aux enfants de s'enregistrer en lecture orale et que tu leur demandes, une fois qu'ils ont écouté, est-ce que tu veux refaire ou est-ce que ça te convient? Mais dans 99% des cas, ils te disent, ben non, je recommence, ça va pas ou quoi? Non, Mm. non, 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 je recommence. Et en fait, ils se rendent compte voilà, ils ont un retour direct sur ce qu'ils ont produit et ils sont beaucoup plus méchants que Exigeant. nous par rapport à eux, tu vois. Ouais. Oui. Non, il y a une Moi, je me rappelle, exigence. il y a des fois, ouais, il y a des fois, moi, j'étais obligé de les arrêter, leur dire non, c'est bon. Là, tu l'as refait 15 fois, c'est bon. La 13e prise, elle était super, on va arrêter là. On va garder ça. Mais c'est ça. Ah là là. Mais ça, c'était moi, enfin, moi, j'en ai des super souvenirs. Ça fait partie des trucs qui me manquent. Ah, je peux te prêter mes élèves si tu veux. Moi, des fois, il me manque pas, tu vois. Ouais, non, mais. Ça fait un peu Ouais, loin quand bah, même. ça serait tentant, ça. Ouais, un petit peu de temps en temps. Juste, tu vois, le bon côté. Tu fais pas la discipline, Ouais. tu fais juste les trucs cool. Écoute, deviens Iron parce que c'est exactement ça, tu vois. Tu vas ponctuellement dans des classes, Non, une petite non, heure ou non. deux et c'est bien. Ouais, non, après, il y a tout le côté, machin. Puis faire les trucs que veut pas faire l'IEN. Non, 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 non. Et bon, il faut bien un mauvais Non. côté. Il en faut bien. Oui, comme partout. À toi, Est-ce Nelly. que tu veux que je prenne la suite? Oui. Eh bien, on va parler d'autre chose. Bon, je vais quitter ma BD. Non, vous avez vu qu'en fait, j'ai suivi le reste de ce podcast. Et je vais vous présenter mon deuxième sujet. Alors, je vous le cache pas, si j'ai du mal à trouver un premier sujet, j'ai eu quelques difficultés pour me décider quant à ce second sujet. Et pour trouver l'inspiration, j'ai décidé d'aller faire un tour sur le site du Café Péda. J'aime bien leurs articles. Alors, non, je lis pas tout. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'envie parce que certains sujets me semblent fort éloignés de ce que je connais ou de ce que j'ai connu, mais j'arrive toujours finalement à trouver mon bonheur. Et dans les derniers articles sortis, alors au moment où j'ai couché ces caractères sur cet écran, il y a un article qui m'a interpellé. Il s'appelait Mainmise de Bolloré sur les manuels scolaires. Alors, un titre qui a marché à fond sur moi. Et là, j'ai pas réfléchi, j'ai cliqué. Tu vois, on fait le lien un petit peu, Sébastien. Et je voulais savoir ce qui se cachait derrière cette accroche un petit peu putaclic. Et puis vous souvenez certainement, je vous avais parlé des manuels formatés par le ministère de l'Éducation nationale et des dérives de certains éditeurs des copains de Gabi. Vous savez que Gabi, le rapide ministre de l'EN, devenu un éphémère premier ministre, et il aurait dû être ministre des Sports, je pense, plutôt, ou s'inscrire à l'épreuve du 100 mètres des JO à Paris. Mais bon, allez, je m'égare. Alors, qu'est-ce que j'ai appris dans cet article? Bon, l'auteur nous rappelle les accointances de Bolloré, le milliardaire Vincent Bolloré, avec certains milieux pas toujours très ouverts d'esprit, d'extrême droite, on pourra dire. Et on pourrait dire que ce serait bien que l'empire Bolloré du livre ne touche pas à l'éducation ni à la littérature de jeunesse. Eh bien, tout faux, les amis, tout faux. Au niveau scolaire et éducatif, on pourrait citer les entreprises qui sont déjà dans son giron. Hachette Éducation, Atier, Duno, Fouché, lelivrescolaire.fr. C'est pas que des petits noms qu'il y a là-dedans. Et au niveau de la littérature de jeunesse, allez, ça continue. Je vous donne Castelmore, Didier Jeunesse, Grasset Jeunesse, Hachette, Atier Jeunesse, la Bibliothèque Verte, il a corrompu les 6 compagnons, la Bibliothèque Rose, ça y est, c'est mort, le livre de poche jeunesse et Rajo. Ouais, ça fait une belle brochette d'éditeurs. Alors, quel est le risque, me direz-vous? Je devine la question sur ton visage, Sébastien, malgré ta main là. Je suis un livre Mais ouvert. quel est le risque? Mais quel est le risque? Mais oui. T'allais me dire, j'en suis sûr que les éditeurs ne mettaient pas n'importe quoi dans leurs livres, qu'ils étaient soumis aux programmes officiels. Et t'as raison là-dessus, t'as raison. Mais il faut toutefois garder à l'esprit que les éditeurs, ils choisissent comment organiser ces programmes, ils choisissent comment les notions sont représentées, hiérarchisées. Et également, ils peuvent choisir les illustrations à leur guise. Et ils prennent parfois des exemples très, très, très orientés. Et certaines valeurs réactionnaires pourraient également transpirer dans ces productions. Alors que propose cet article du Café Péda? Eh bien tout simplement de boycotter toutes les parutions issues du groupe Bolloré afin de ne plus financer ces personnes toxiques et leur conception rétrograde. Bon, alors bon courage pour trouver des ressources de qualité, il va falloir que les petits éditeurs indépendants
propose voilà, des choses assez sympas. Mais bon, en fait, j'avais pas tellement envie de vous parler de Bolloré, donc je vais pas vous parler de ça. Je suis resté sur le site du Café Péda dans les articles récents. J'aurais pu vous parler du tirage au sort des membres de la Convention citoyenne sur le temps des enfants. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant. Je vous dirais juste qu'il y a 130 numéros de téléphone qui vont être générés, aléatoirement, et être appelés pour devenir des membres de cette Convention citoyenne. Et les appels peuvent aller jusqu'au 19 juin 2025. Alors, répondez, même si c'est un numéro que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être être membre de cette convention citoyenne. Et à vous de défendre des sujets sérieux. Et en fait, c'est vraiment pas une blague, ce que je vous raconte. Bon, on te fait confiance. Mais puis-je rappeler qu'il y a eu une espèce de grande convention citoyenne, ça fait quoi, un peu plus d'1 an maintenant, où on était supposé choisir... Attends, qu'est-ce que ça s'appelait? Ça s'appelait les législatives, je crois, mais je suis pas sûr. Non mais, alors, ok. Mais je me dis, allez, si pour une fois on peut exprimer des trucs, au moins déjà ça aura le mérite de nous permettre de faire sortir ces choses-là. Au moins c'est déjà beau. Ça. C'est beau. Pour une fois, c'est moi le plus pessimiste de tout le groupe. Non mais attends, j'arrive à la suite. Ah. Alors, j'aurais pu vous parler de l'EVARS, du rapport sur les LGBTI-phobies de 2025. Non, je vais vous laisser aller lire l'article sur le site du Café Péda. L'article est très bien. Un poil larmoyant à certains moments, même pas mal. Bon, il y a quand même des chiffres qui font froid dans le dos quant au manque d'ouverture de certains membres de la communauté éducative. J'ai mis le lien là, enfin je mettrai le lien, peut-être que Sébastien le mettra dans les notes de l'épisode. Non, je vais vous parler d'un sujet proche mais différent. Un sujet sur le stéréotype de genre. Alors, je sors pas ça de mon chapeau magique, non. C'est un article de Jehan Gani qui m'a fait découvrir tout ça. C'est France Stratégie qui a publié un rapport nommé « Lutter contre les stéréotypes filles-garçons, quel bilan de la décennie, quelle priorité d'ici à 2030 ?» Une des autrices nous dit que ce rapport est alarmant sur la résurgence des stéréotypes chez les jeunes, et même, il montre ce rapport un accroissement de ces stéréotypes dans la tranche des 11-17 ans. Ce qui est quand même assez paradoxal parce qu'en même temps, on a une baisse qui a été largement notée chez les personnes entre 20 et 35 ans, quelque chose comme ça. Comme très souvent, ce rapport indique que l'école peut faire quelque chose pour arranger la situation. Habituellement, j'ai tendance à râler lorsque je lis ça en estimant que l'école n'a pas à guérir tous les maux de la société. Mais sur ce coup-là, je vais changer de manière de penser sans me forcer, j'y reviendrai tout à l'heure. Si je le fais pas, faites-moi penser à ça. Bon, un petit état des lieux. Chez les adultes, je vous l'ai dit, les stéréotypes de genre reculent lentement, mais ils reculent. Le gros point noir, c'est cette remontée des stéréotypes chez les ados. Le rapport indique que les représentations sexuées sont souvent intégrées dès les premières années de scolarisation. Et on parle souvent du début de l'élémentaire, entre le CP et le CM2. Et puis j'aurais envie de faire du lien avec ce dont tu nous as parlé, Sébastien, avec les écrans aussi. Et tu parlais du fil Instagram de ta fille, qu'elle n'aurait pas parce que tu lui refusais Instagram. Mais je pense qu'on est tout à fait dans les stéréotypes de genre, dans ce qu'on va voir. Ah ben c'est quand même ce que tu retrouves en pagaille sur l'essentiel des réseaux sociaux populaires. Et même au-delà de ça, enfin, pardon, mais avant qu'il y ait Instagram, tu avais la télé-réalité c'est horrible. C'est horrible, tu as l'impression de voir une machine à stéréotypes. Bien sûr. Alors, les stéréotypes touchent, d'après le rapport, les représentations sexuées des rôles des femmes et des hommes, des compétences des uns et des autres, des comportements attendus par les femmes, par les hommes, et que tout ça, ça influe durablement sur les parcours scolaires et professionnels. Alors, j'irai pas plus loin dans les causes, j'ai trouvé assez intéressantes les solutions proposées à mettre en place à l'école. Voilà. Après, il y en a qui me paraissent moi assez évidentes, c'est celles auxquelles je pensais. Déjà, est-ce qu'on est obligé de tout genrer? Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et je sais, moi, j'avais des collègues en maternelle qui faisaient tourner tous les ateliers, pas les ateliers, mais les coins-jeux des classes. Et ça marchait super bien. Les garçons et les filles se mélangeaient et tout le monde s'en fichait, tout le monde jouait à tout, c'était super. Et on l'avait remarqué, ça, avec mes collègues de CP. Finalement, ça, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe pendant l'année de CP. Et les garçons vont se mettre à occuper l'espace, à bouger partout, tout le temps. Et les filles vont se retrouver dans le petit coin au moment de la récréation, tu vois, à plus occuper l'espace. Et puis, il y a des études qui l'ont montré, ça, des études qui ont l'air sérieuses, Sébastien. C'est bien.
Et après, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est la langue française aussi, qui est hyper genrée, qui va vachement véhiculer de stéréotypes. Et ça, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de fondamental, de drastique. Et enfin voilà, moi ça me... Oui, Aurélie. Écoute, c'est rigolo parce que j'ai proposé à mes élèves un exercice mardi où il fallait, truc tout con, je leur donne des noms, il faut qu'ils mettent si c'est masculin, féminin, singulier au pluriel. Ouais. Et alors, j'ai mis des mots sans réfléchir. Et ben, bracelet, j'ai la moitié de ma classe qui m'a mis que c'est féminin. Ah bah oui. Et aventure, ils m'ont mis que c'était masculin. J'ai trouvé ça, mais fou, fou. C'est effarant. C'est impressionnant. Je pensais pas, tu vois, autant. Tu sais, quand il y en a deux, trois, tu te dis, bon, c'est parce qu'il a pas Oui. compris la notion, tu vois. Oui, Mais c'est ça. là, c'était pas des élèves qui n'avaient pas compris. C'est vraiment, tu sais, ils ont pas réfléchi, quoi. C'est, bah non, bracelet, maîtresse, c'est féminin. Alors non. C'était fou. Ouais. Je ferme la parenthèse. Ouais. Bon, il y a une autre des autrices qui a indiqué ceci, je la cite, « Ces représentations dans les têtes nourrissent les inégalités dans les faits, les discriminations, voire les violences sexuelles et sexistes. C'est un continuum, un esprit d'égalité qu'il faut bâtir dès la petite enfance. » Et là, il y a un paragraphe de l'article que je reprends en intégralité aussi qui nous dit « Parmi les 20 recommandations proposées, plusieurs ciblent directement l'éducation nationale, à savoir une formation des enseignants, à repérer et à déconstruire les stéréotypes dans leurs pratiques pédagogiques. » Parce qu'on y a d'enseignants qui vont promouvoir ces discriminations, inconsciemment ou consciemment, mais qui vont les porter. Ensuite, une révision des programmes, des manuels scolaires. On revient aux manuels scolaires pour promouvoir des représentations non genrées. Vous voyez le lien avec Bolloré, ok ? Le rapport préconise aussi d'encourager la mixité dans les activités scolaires et extrascolaires. On arrête de faire du sport pour les garçons, du sport pour les filles. On fait du sport ensemble. Et le rapport préconise aussi d'encourager la mixité dans les activités. Non, ça je l'ai dit, pardon. Et d'accompagner les choix d'orientation avec des actions de sensibilisation ciblées dès le collège, de développer une culture de l'égalité dans tous les établissements scolaires dès la maternelle. Et on pense aussi à certains établissements privés. Voilà. Tout à fait. Alors c'est amusant parce que c'est un petit peu ce qui me trotte dans la tête en ce moment, parce qu'il y a des choses, tu te dis, mais comment ça, c'est-à-dire, tu sais, des choses toutes bêtes, comme quoi on interroge plus les garçons que les filles, etc. Et des trucs, je me dis, mais vraiment, du coup, j'essaye d'avoir un certain recul sur ma pratique. Et quand on parlait d'activité mixte, alors je vais être un peu méchant, mais en fait, une simple réflexion qui peut être intéressante pour tout le monde. Dans les cours des écoles, vous avez pendant la récréation souvent du foot. Voilà. Oui. Le foot occupe dans une cour de récréation un espace monstrueux pour quelques élèves dont allez, je vais essayer de le voir large, 90% sont des garçons. Et t'es gentil, là. Oui, là je suis gentil, on est bien d'accord, hein, tu vois, j'ai été gentil. Et en fait, donc on demande à tous les autres, notamment les filles donc, de se pousser, de faire de l'espace, parce que tu comprends, les garçons jouent au foot. Moi, à chaque fois que j'ai pu avoir la main dessus, j'ai interdit le foot. Parce que, en définitive, tu te soulages non seulement d'une occupation de l'espace totalement disproportionnée, mais aussi d'une source de conflit sans fin qui n'a aucun intérêt à mon sens. On est loin de la collectivité dans l'effort et toutes les belles valeurs, etc., soi-disant portées. Là, tu es juste dans l'occupation de l'espace. Et je pense que quand tu parlais de formation des enseignants, moi j'aimerais bien ça, tu vois, juste pour me déconstruire certains trucs. Peut-être que je fais des conneries moi aussi. Mais des choses auxquelles tu ne penses pas parce que c'est tellement ancré dans notre société. Exactement. Et juste te dire, attention, fais gaffe à ça. Il y a ça, tel truc qui peut être porteur de stéréotypes. Ouais. De toute façon, dans tous les sujets, on n'est jamais jeune, on est toujours aussi vieux que l'âge de nos stéréotypes et de nos préjugés. Donc, faut vraiment toujours avoir ce truc à l'esprit de se dire, ah ben non, mais voilà, je sais pas... Il y a des exemples qui me viendraient en tête, mais je pense qu'on en a tous. Et
tu as la formation, oui, la formation, une vraie formation là-dessus Oui. mais même là, tu vois, ne serait-ce que pour un petit début, faire un petit parcours magistère tranquille, voilà, qu'on puisse avoir déjà quelques billes et ensuite attaquer une vraie formation avec des paroles, des intervenants, ce genre de choses. Parce que c'est quand même surprenant, enfin, ce qui est surprenant, non, c'est pas surprenant, mais ce que tu as dit, recul dans un certain groupe d'âge et résurgence dans un autre, c'est que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quelle influence a pu passer par là? De toute façon, je ne veux pas dire, mais sur les réseaux, entre les masculinistes, les incels, de façon plus générale, dès que tu remets quelque chose en jeu, le mot woke est devenu une insulte tellement facile, notamment dans le groupe Bolloré. Eh oui. Ça, c'est un combat. C'est pas une croisade, c'est un combat. C'est un combat, oui. Et donc je continue, il y a une autre citation qui m'a plu fortement, c'est « L'école ne peut être neutre, elle doit être active dans la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons. » Ça, c'est Marine de Montaignac et Cécile Joly qui écrivaient ça. Et je suis vraiment... je pense que vraiment, l'école doit être vraiment active pour lutter contre ça. Je pense que c'est vraiment un truc qui ne peut apporter que du mieux vraiment à tout le monde. Apaiser nombre de tensions et permettre de mettre des choses à plat. Bon, ensuite, l'article parle des environnements numériques qui se révèlent souvent porteurs de discrimination, de stéréotypes. Mais voilà, on en a déjà parlé. Et si vous vous souvenez, les VARS, eh bien ce rapport, il le prend aussi comme outil qui permettrait de lutter contre les stéréotypes de genre. Et ma fille m'a raconté l'an dernier en 5e les propos tenus par certains de ses camarades. Il y a de quoi faire, et certains y partent de très 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 loin. Et pour rappel, les VAR, c'est obligatoire que l'on soit dans une structure publique ou privée. Il n'y a pas de discrimination. Voilà. Bon, ben merci de m'avoir écouté, Sébastien. Non, merci à toi. Je te rends la parole. Oh, c'est gentil. Merci pour ce sujet. Franchement, je pense qu'on pourra difficilement aller contre l'idée que ça doit faire partie des sujets à aborder à l'école. Oui, là, c'est une mission de société qui nous honorerait, qui nous honore. Oui, exactement. Eh bien, écoutez, j'arrive avec mes gros sabots et c'est dur de passer après Émilie. Voilà, c'est dur de passer après une présentation aussi longue et bien amenée que celle d'Aurélie. Voilà. Alors moi, j'arrive avec un petit outil qui s'appelle Excalidro. C'est un petit sujet un peu bizarre, mais vous me direz. Alors, Excalidro est un module complémentaire pour Obsidian. Non, allez, revenez, c'est bon. Oui, moi je suis pas parti, enfin si, je suis allé sur Excalidro, moi. Voilà, je sais, c'est Obsidian, mais non, en fait. Parce que même, il y a... Normalement, quand je commence à dire ça, j'ai Émilie qui souffle un peu, j'ai Aurélie qui lève les yeux au ciel en se disant... Ouais, son addiction, ça commence vraiment à déborder sur l'émission. Voilà. Moi, j'ai tellement parlé de OneNote, mais parle d'Obsidian. Mais non, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'Obsidian. Parce qu'en fait, Excalidro, comme un fier petit, a sa vie propre. Et maintenant, il peut s'utiliser en ligne, tout seul, comme un grand. Alors, à quoi ça sert, Excalidro? Alors, vous allez avoir un bel écran tout blanc, un beau canevas sur lequel vous allez pouvoir dessiner, écrire du texte, utiliser des formes, avec une petite patte graphique de dessin fait à la main. Bon, si vous nécessitez d'autres formes, vous avez même des bibliothèques de formes qui sont disponibles, qu'on peut télécharger tranquillement via un petit menu assez rapidement accessible. Et vous avez des packs entiers d'icônes. Vous avez des documents, vous avez des petits personnages. Après, on n'est pas pour faire de la BD là-dedans, mais ça peut être sympa. Vous en voulez plus? C'est gratuit. Et vous pouvez l'utiliser sans compte. Vous en voulez encore plus? Oui. Alors, pour collaborer, c'est hyper simple. Voilà. Tout se passe dans le navigateur. Ordi ou tablette dans le navigateur. Vous avez un lien à donner, puisque vous déclenchez le partage d'un espace, vous donnez un lien, et c'est la fête qui commence. Alors, l'idéal, on ne va pas se le cacher, c'est une petite tablette tactile avec un stylet. Et là, c'est le bonheur, parce que là, vous écrivez directement, vous dessinez directement, c'est franchement sympa. Mais sur ordi, vous pouvez l'utiliser avec clavier et souris. Ça sera moins joli, c'est tout, mais...
c'est quand même utilisable. Alors, où est-ce Mais qu'il moi, est sur mon ordi, je peux utiliser mon stylet, ça marche bien. Mais oui, mais parce que toi, tu as un ordi avec un stylet qui fonctionne. Moi, je pense à tous Ah bah ceux qui oui. utilisent le matériel fourni par la mairie et où le stylet, Ah, ça ressemble à un ah oui. stylo bic parce que c'est un stylo bic et qu'il ne faut pas écrire dessus sur l'écran. Oui, non, avec. mais d'accord, ok. Mais, non, mais jamais le matériel de la mairie, là, non, il y a un moment, c'est Voilà. une question de vie ou de mort. Ben voilà. Alors, il faut savoir que le Canva est sauvegardé dans votre navigateur. Donc, Émilie vous dirait, faites attention quand même. Et surtout, ne videz pas votre cache si vous voulez continuer à faire des choses dessus. Ça serait ballot. On peut pas faire une sauvegarde active si enregistrer sous. Alors, vous pouvez exporter en image, façon PNG ou SVG. Mais voilà, si c'est sauvegardé, c'est dans le navigateur. Et là, vous allez me dire, d'accord, mais on en fait quoi de ton truc? Parce que bon, les outils sans pédagogie, sans projet derrière, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, moi j'ai pensé au VPI. Bon, alors ça c'est juste un truc que je rêverais d'avoir si j'avais un VPI, mais c'est toujours pas le cas. Donc sur un VPI, je pense que c'est un bon outil pour ce que vous voulez. Alors là, de la récolte d'idées, du schéma, du codage, ce que vous voulez, parce que vous pouvez mettre des images aussi. Donc là, open bar. Vous pouvez tenter la carte mentale avec les élèves. Oui, vous pouvez tenter la carte mentale parce que figurez-vous que vous pouvez faire des formes. Bon, ça c'est pas forcément le plus évident, mais vous pouvez faire des cadres de texte. Et au joie, les flèches qui sont disponibles s'accrochent automatiquement aux formes. Donc, c'est quand même Oui. bien pratique. J'avais pensé, niveau formation, vous pouvez recueillir des idées, vous pouvez faire de la présentation si vous aimez jouer avec un Canva qui est assez gigantesque. Alors moi, je me suis amusé. Si on dézoome au maximum, on voit pas grand-chose. Et ensuite, on peut rezoomer. Il y a fort longtemps de ça, un outil de présentation qui ne faisait que ça. C'est-à-dire que vous aviez une zone, puis ça dézoomait, ça rezoomait un truc façon Google Earth. C'était assez impressionnant. Petit avertissement des familles, donc, le cache, c'est la vie si tu veux continuer ton projet. Deuxième avertissement, il y a une gomme. Il y a une gomme. Elle est très efficace, la gomme. Donc, quand on va l'utiliser avec des élèves, vous avez le choix. Soit vous leur faites confiance et vous leur interdisez, soit vous ne leur faites pas confiance et vous leur interdisez. Parce que la gomme, c'est mal. Ok. Parce que sinon, au bout de 5 minutes, vous avez toujours le « Et à quelqu'un, il a effacé ce qu'on a écrit ». Non, il n'a pas effacé ce que vous avez écrit, il a effacé tout ce qu'il y avait. Voilà. Ok. Donc, la gomme, c'est comme ça, voilà. Alors, sachez Oui, mais que... CTRL-Z est ton ami. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est ça que j'ai pas tenté. Est-ce qu'il y a bien le annulé? Oui. Ah, bah CTRL-Z. alors ça va. Enfin, sur PC, ça marche. Voilà. Non, mais ça va. Il doit y avoir une petite flèche qui traîne. C'est ce que j'ai oublié de vérifier. Je l'ai pas Donc, trouvé la flèche, mais CTRL-Z. Voilà. Donc, soyez rassurés, vous pouvez leur interdire simplement la gomme. Vous pouvez créer un compte, c'est une option disponible, ce qui vous amènera des options supplémentaires. Vous pouvez sauvegarder vos dessins dans le cloud. Vous pouvez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ça, voilà, il y a des trucs d'intelligence artificielle qui sont débloqués. Vous supportez le développement du projet et vous payez 7 € par mois, ce qui correspond tout à fait à un budget acceptable pour un truc qu'on va utiliser une fois de temps en temps. Non, bien entendu, ben non, mais écoutez, voilà, non, c'est très bien. Jusque-là, ça allait, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait, non, j'aime bien, mais non. Donc, utilisez-le, franchement, essayez-le. J'ai bien aimé et j'espère que ce sera votre cas aussi. Mais moi, je suis en train de jouer avec. Ah, tu as utilisé le lien que j'ai laissé? Non, je suis parti directement sur un... J'ai créé un espace partagé, je l'ai mis dans notre document de route. Voilà. Ah, mais celui avec marqué à quoi ça sert, document, message, delete et le petit bonhomme? Ah oui, c'est ça. Par défaut, ça. Tout à fait. Oui, c'est celui-là. Ok. Ok, bon. Je me dis, Donc, en fait, si j'ai utilisé ce que tu as mis. quoi parle-t-elle? Donc voilà, non, un petit service bien pratique. Moi, je l'ai sur Obsidian et j'aime bien, mais quand j'ai découvert qu'il est en ligne et de façon assez sympathique, je me dis qu'il y a moyen que ça puisse servir.
Effectivement, c'est pour des présentations, ça peut être très sympa. Mm. Mais 7 € par mois, oui, ça fait un peu cher. Voilà, non, c'est après c'est pas des tarifs qui nous sont accessibles pour ce genre de service. Voilà, c'est un service, tu vas pas l'utiliser si fréquemment que ça. Je ne me vois pas faire toutes mes journées dessus, faire des. Non, non, ça peut être très sympa un jour si je veux faire un recueil d'idées, si j'ai envie de faire du codage d'histoire ou de comment ça se passe, ce genre de choses. Voire même un petit tuto d'origami vite fait, rajoutant ce qu'il faut. Pourquoi pas? Mais voilà, ça a ses limites. Ouais, Ça a ses limites. Et donc, après ce petit outil, hein, tranquillement, ben, on va aller écouter Émilie. Oui, bah écoute, moi j'ai pas trop hésité. Je vais vous parler de musique un petit peu. Alors, c'est une artiste que j'ai connue grâce à un duo qu'elle a fait avec Grand Corps Malade, Pareil. qui était disponible sur l'album qui s'appelle Mesdames. Et j'ai adoré sa voix en fait. C'est vraiment ce qui m'a interpellé, ça a été sa voix, son interprétation. Et, et donc, les premières fois où j'ai entendu, j'ai pas, enfin, je savais pas qui c'était, je connaissais pas cette voix. Et donc, j'ai acheté l'album, j'ai lu ce qu'il y avait marqué derrière, et j'ai vu que l'artiste en question, c'était Suzanne. Et je suis allé écouter son premier album qui s'appelait Toy Toy, ou Toy Toy Toy, je sais plus si c'est 2 ou 3 fois. Musicalement, à la base, c'est pas du tout mon style de musique. On est sur un truc assez électro. Ouais. Et moi, à la base, je suis pas du tout branché là-dessus. Par contre, premier album, des textes hyper personnels, des trucs vachement touchants, et bien écrits, les mots bien choisis, des belles formulations. Vraiment, ben, voilà, ça m'a fait rester. Et finalement, je me suis mise à apprécier vraiment ce qu'elle faisait, à beaucoup apprécier ce qu'elle faisait. Son deuxième album, Caméo, est peut-être musicalement un petit peu plus travaillé. Les textes sont peut-être un petit peu moins touchants, un peu moins personnels. Elle a sorti un autre, mais quand même qui est très bien, je trouve. Musicalement, je trouve que il est quand même un degré au-dessus de Toy Toy. Et elle a sorti donc ensuite un titre qui est Mouvement, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est pas mal. Faut voir le clip aussi. Alors elle joue beaucoup en fait sur le physique. Elle incarne ses chansons physiquement. Si vous allez la voir dans les clips ou que vous regardez des interprétations en live de ce qu'elle fait, elle est assez énorme. Souvent, elle a alors son séquenceur, boîte à rythme, quelque chose comme ça sur scène. Elle va lancer des boucles, elle fait ses trucs. Et en plus, elle danse et elle est hyper active sur scène. C'est vraiment remarquable. Et moi, je vois que je n'utilise... Alors, pas vraiment, parce que si tu veux, elle a une petite table où elle a 2-3 machines dessus. Mais faut quand même arriver à vraiment, jongler. Moi, je suis toujours assez épaté par ça, hein, tu sais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup en plus la voix également. C'est vraiment ce qu'il y avait. Je crois que dans les duos qu'avait fait Grand Corps Malade à ce moment-là, c'était un des plus, comment dirais-je, qui ressortait le plus en termes de justement de tessiture vocale. C'était assez intéressant. Ouais. Et là, en fait, si j'en parle, c'est parce que il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, elle a sorti une chanson qui s'appelle J'accuse, sur tous les problèmes, on va dire, d'agression sexuelle, sexiste, ce genre de choses, et tous les problèmes de justice, de non-reconnaissance de ces agressions. Et le clip, enfin moi je le trouve, je sais pas si vous l'avez vu, mais allez le voir, il est... Enfin, moi, à chaque fois, ça me tord le ventre, quoi, quand je le vois. Et pareil, la chanson, je veux dire, elle a toujours cette manière de bien poser ses textes. Je sais pas si je dirais que c'est ciselé, c'est peut-être pas quand même à ce point-là. Et si, je pense que ça ne se veut pas à ce point-là. Mais il y a quand même une précision, une justesse qui est... Enfin, moi, je trouve que ça match tellement bien. Et donc, allez écouter Suzanne, donc, avec ce dernier titre, J'accuse, mais aussi les autres albums, que ce soit Toy Toy et Caméo, qui sont des super bonnes chansons. Puis voilà, après, si on veut quelqu'un qui veut déconstruire aussi, ben, elle est en plein dedans, parce que c'est quand même aussi un personnage.
Et voilà. Donc, écoute, je sais pas si c'est toi, Seb, ou si c'est Aurélie qui prend la suite pour un... Alors du coup, je prends la suite. Oui, moi j'ai besoin d'aide. C'est un appel à contribution qui sera mon troisième sujet. C'est la forge pour changer de sujet. Ah bon? J'avais pas Le... vu venir la Aurélie, je le voyais pas en dernier sujet. Je vais aller leur demander des sous au bout d'un Écoute, moment, tu bah sais quoi. oui. Bon, écoutez, on fait votre pub tous les mois, donc soyez gentils, hein. Non, ils ont besoin d'un peu d'aide. Alors j'ai deux petites annonces. Et la centième application sur le portail primaire de la Forge vient d'être mise en ligne, donc c'est quand même pas mal. 100 applications libres et gratuites à destination des enseignants de primaire. Je trouve quand même que ça vaut le coup de leur filer un petit coup de main. Donc j'ai deux annonces à faire. La première, c'est donc un appel à contribution. Ils recherchent des gens pour aider à compléter des applis qui sont déjà existantes. Soit on a des compétences en développement JavaScript, blablabla, blablabla, ce qui n'est pas mon cas, soit on sait lire et on peut déjà aider puisqu'on peut proposer de compléter. Écoute, c'est exactement ça, laisse-moi finir, regarde, il faut compléter. Eh, vous savez lire? Oui? Exact. Bah alors, Mais, c'est bien. c'est pour compléter Vous Syllabux. êtes affreux. Syllabux, c'était une application qui a été développée par Arnaud Champollion, le même qui a fait AutoBD dont on a parlé tout à l'heure. En fait, c'est un générateur aléatoire de syllabes, tu sais, pour entraîner les élèves de CP à lire des syllabes. Et en fait, pour l'instant, il y a un certain nombre de syllabes qui ont déjà été enregistrées par des voix humaines, des gens qui savent lire, du coup, des syllabes, et d'autres qui sont générées par synthèse Mais vocale. des Et accents, ben, Aurélie, mais des justement, accents. c'est ça qu'on cherche. C'est aussi des gens qui ont des accents ou qui voilà, en fait il y a je sais pas combien, je les ai pas comptés évidemment, mais il y a plein de syllabes à enregistrer. Donc si vous savez lire et que vous pouvez et que vous savez appuyer sur le bouton enregistrer de votre Audacity, pas comme moi, vous Voilà. pouvez Deux compétences. compétent. Attention, messieurs, dames. Vous pouvez filer un coup de main sur Syllabux, voilà, pour lire des syllabes et pour aider les petits enfants qui apprennent à lire à avoir un retour vocal sur la syllabe qui s'affiche ou pour pouvoir se corriger. Et si vous avez d'autres idées, vous pouvez, ils cherchent aussi des gens pour aider sur l'application qui s'appelle Carte à Print. C'est, tu sais, des cartes imprimables avec juste une image et puis un mot ou une expression déclinée en trois graphies différentes. Donc, pour travailler notamment le lexique ou le vocabulaire. Et en fait, ils cherchent, si, voilà, si vous l'avez déjà fait dans votre classe et que vous avez généré des cartes thématiques, par exemple, sur des aliments, bah voilà, de les partager pour que ça enrichisse un peu le panel de cartes disponibles. Donc si ça vous tente de participer concrètement, parce que c'est bien beau de dire que la forge, tout ça, c'est trop bien, mais on peut aussi, si on veut, les aider en contribuant, c'est facile à faire. Donc vous pouvez aller directement sur le salon CHAP. CHAP, c'est l'application de messagerie de l'éducation nationale. Sur le CHAP de la forge des communs numériques, enfin non, la forge primaire, pardon. Ou alors vous allez sur le portail primaire de la Forge et il y a un onglet info et vous avez directement l'accès au salon de CHAP. Et vous pouvez du coup proposer votre aide, ce sera très apprécié. Et la deuxième petite annonce, c'est qu'il se lance dans du live. Ça s'appellera la Forge en live et ce sont des webinaires qui proposent de 30 minutes pour présenter justement les actualités de la Forge, présenter quelques applications, des petits tutos pratiques alors pour l'instant pour créer juste son compte sur la Forge parce que c'est quand même pas non plus très évident de coder et de déposer des choses. Bah, de toute façon, oui, Sébastien, toi tu l'as fait il y a pas longtemps, donc tu peux nous dire si c'est facile ou pas facile de poser des trucs, de déposer des trucs sur la Forge. En tout cas, le premier webinaire se passera le mardi 27 mai, donc je ne sais pas si d'ici là le podcast sera monté, mais sinon bah, ce sera quasi... tu sens le... Je sens le message, je sais pas pourquoi. subliminal. Donc mardi 27 mai entre 17h45 et 18h15, je mettrai le lien vers le webinaire et j'espère qu'il y aura un replay parce que moi je ne peux pas assister à ce premier épisode de la Forge en live. Voilà, donc c'était voilà, deux petites annonces sur la Forge et voilà, que je relais pour eux. Voilà. Et si par hasard, ceux de la Forge nous écoutent, n'hésitez pas à passer.
Hein, si vous voulez passer par ici, nous parler de ce que vous faites, etc. Au-delà, on tiendra un peu plus d'une demi-heure normalement. Donc, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Voilà. Alors, n'oubliez pas, tu sais lire et appuyer sur un bouton. Alors, participe à la Tu peux nous forge. aider. Voilà, ouais, donc c'est moi fort, ça. je vais clore avec une référence alors que très peu d'entre vous auront, hein, bien entendu, puisque je vais vous dire c'est un attentat. Voilà, donc là, toi aussi, paye ta région. Mais au-delà de ça, au départ, je devais vous parler, je devais faire un coup de gueule. Je devais faire de l'écho, encore une fois, à cet épisode de TechCraft pour vous dire, s'il vous plaît, n'achetez pas la Switch 2. Voilà, c'est tout. Je suis totalement dégoûté. C'était prévu, je devais la prendre. Et puis j'ai vu, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai compté aussi parce qu'il y avait un certain prix. J'ai vu la politique qui était celle de Nintendo après avoir écumé toutes les familles avec sa première console portable de salon, la Switch. Je les ai vus arriver et nous dire bon bah alors ça a bien fonctionné, vous en voulez encore, bah, il va falloir raquer plus fort et pour encore plus de vide. Voilà. Donc j'étais parti pour faire un gros coup de gueule pour vous dire pourquoi ne pas l'acheter, mais je me suis aperçu que il y avait déjà des tas de gens qui l'avaient fait encore mieux que ce que je ne pourrais faire. Donc je vais vous parler d'un jeu de société que j'aime beaucoup. Un jeu de société sur le déminage, d'où mon accroche. Il n'est pas sur la forge? Non, ce jeu de société-là n'est pas sur la forge, mais peut-être le sera-t-il un jour. Si toi aussi tu sais coder, tu pourras peut-être faire une version numérique de Bomb Buster. Voilà. Alors, Bomb Buster, c'est un très bon jeu collaboratif où vous devez essayer sans pouvoir communiquer avec les autres membres de votre équipe, réussir à couper les fils d'une bombe simplement en trouvant les paires de numéros que vous avez en commun, sachant que ceux-ci sont rangés par ordre croissant sur vos chevalets. Vous ne voyez pas les numéros qu'ont les personnes avec vous, mais vous pouvez essayer de deviner, puis vous avez quelques indices, voilà. Il est excellent, mais même en termes de pédagogie. Pourquoi? Je m'explique. Il y a un truc qui s'appelle les variables pédagogiques. Dans toute situation, vous avez un certain nombre de variables sur lesquelles vous pouvez jouer. Par exemple, en EPS, si vous devez apprendre à jongler avec un ballon, vous pouvez certes commencer directement avec un ballon de foot, mais vous pouvez aussi commencer avec un ballon de baudruche. Vous jouez sur une variable de facilité de la situation. Et bien dans Bomb Buster, en fait, vous avez des petits scénarios, tout simple. Hein. Vous avez en fait 66 missions et chaque mission va toucher à une variable de la situation. Vous avez parfois des fils rouges qu'il ne faut absolument pas toucher. Voilà, sinon tout pète. Vous avez des fils jaunes qui sont là pour vous compliquer la vie. Vous avez parfois recours à des équipements de secours, mais parfois pas. Vous pouvez avoir des fils à couper dans un certain ordre, et parfois pas. Vous pouvez faire ça en un temps limité. Et généralement, à la fin d'une certaine série de missions, vous avez accès à une petite boîte à ouvrir qui vous rajoute des cartes, des actions, etc., qui vous donne accès aux missions suivantes. J'adore, vraiment j'adore le thème, les jeux de mots, le truc, c'est impressionnant et en plus c'est un jeu collaboratif, ça me change beaucoup parce qu'on était plutôt jeu compétitif jusqu'à maintenant. Et là c'est un vrai bonheur et je vous dis cette dimension de variable elle est très 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 appréciable. Généralement à la fin des séries vous avez donc une mission à faire en temps limité et pour laquelle vous avez un petit enregistrement audio à faire jouer par votre téléphone avec une interprétation de haute volée du savant fou qui a posé la bombe, bien sûr. On a adoré. Je crois qu'on en est à la 19e mission. Ça fait le paquet 2 seulement sur les 6. Et dès le départ, il vous donne un petit pion qui vous servira à la dernière mission, mais vous ne savez pas pourquoi. Tant pis. Mais voilà, donc Bomb Buster, ça a été plus disponible, c'est disponible maintenant, puis vous le voyez de façon un peu partout. Vous l'aurez dans les notes de l'émission sur je ne sais pas quelle plateforme, d'ailleurs je vais vous mettre ça, mais c'est pas grave. En tout cas, ça conclut notre émission, ce qui veut dire que peut-être que vous avez des questions sur le 3615 Aurélie qui ne fonctionnera plus, bien sûr. Voilà, toi aussi, géocaching. La forge des communs numériques,
Voilà. Vous voulez peut-être un petit coup de gueule sur l'actualité, sur Bolloré. Là, ce sera plutôt 3615 Émilie. Si par contre, vous voulez du markdown, c'est 3615 Sébastien. Et de l'obsidienne. Et de l'obsidiane, bien sûr. L'obsidiane, voilà. Mais autrement dit, on est ailleurs. On est sur d'autres réseaux. Par exemple, Émilie, dis-nous un peu. Allez, Mastodon, vous cherchez irslo@pi.fr, Blue Sky, irslo.net, et puis voilà, c'est déjà le principal. Il va falloir qu'on conclue. Tu as presque fait mais... un bâillement, là, c'était... Ah, pas du tout. C'était l'exaspération de devoir donner d'autres réseaux sur lesquels je suis vraiment de manière très sporadique. Mais vas-y. Et réserve-toi un seul, où est le problème? C'est pas un souci. Non, mais Mastodon, Blue Sky, voilà, très bien. Et Aurélie, toi, où est-ce qu'on te retrouve? À part sur la forge. Tu me retrouves derrière mon ordinateur en train d'enregistrer sur X, Twitter, c'est quoi déjà? Aurélie Mercier Richard 5 et sur tous les autres réseaux AMR Iron. Ok. Et Sébastien, c'est Twitter. Ou à peu près sur les réseaux auxquels vous allez penser et avec préférence pour Blue Sky en ce moment. Tant que ça dure. Voilà. Écoutez, merci mesdames pour cette sympathique émission. Je vais vous souhaiter bonne route et vous dire à la prochaine. merci bien. Ciao. À bientôt. Profitez bien. Dans l'écran, une lueur tamisée, des mots s'affichent. La nuit est animée, un vieux clavier, des chiffres alignés. C'est un voyage, là où tout est codé. 36, 15.